Le 16 décembre 1933 paraissait dans l'Action française la critique de François Vuneuil du film américain Raspoutine et l'impératrice, Raspoutine the Mad Monk, texte intégral. Combien d'incarnations du moine russe avons-nous déjà vues? Il devient déjà difficile de les compter. L'avant-dernière était allemande avec Konrad Veidt. Elle est trop récente pour qu'on ne la compare pas trait pour trait avec celle d'Hollywood que l'on voit aujourd'hui. Lorsque Raspoutine aura cessé depuis longtemps d'inspirer la littérature qui se vend sur les quais, scellée de 2 ficelles, il se trouvera sans doute un historien sérieux pour s'attacher à lui. Il en vaut vraiment la peine. Mais sans doute aussi toute une partie de cette physionomie s'enfoncera dans la légende. Pour avoir vécu et disparu durant les années les plus troubles de la Russie, Raspoutine ne sera jamais très clair. Du moins, sommes-nous sûrs dès maintenant que ce moujik n'était pas simple, au contraire très complexe, avec une envergure que nous a caché le masque faunesque du personnage, mais que bien des Russes, dignes de foi, n'ont pas oublié quand ils parlent de lui et de l'Ancien Régime. Le parallèle des deux Raspoutine confirme ce que l'on savait depuis assez longtemps, que le cinéma européen, lorsqu'il touche à l'histoire, devient en général timide et gris, reste à la surface des événements et des personnages, sans trop les déformer toutefois. Le cinéma d'Hollywood, par contre, ramène tout à des commérages, des romans pour illustrer enfantins. Le Raspoutine américain ne fait pas exception. Beaucoup plus développé que le film allemand, il respecte certains traits par trop connus de l'histoire du moine fabuleux, entre autres la guérison du Tsarévitch, qui lui permit de prendre pied à la cour, d'y acquérir bientôt la plus extraordinaire influence. Ces scènes sont bien longues, trop explicatives. Les anecdotes insignifiantes ne tardent pas à empiéter sur l'essentiel. C'est à croire que Raspoutine a fait un véritable coup d'État en brouillant le petit prince avec son grand ami, un colonel de la cour. Le tsar et ses ministres discutent d'ailleurs des affaires du gouvernement sur le même ton que dans Michel Strogoff. Mais c'est surtout à partir de la guerre que le film se sépare de tous ceux qui l'ont précédé, sans rien apporter de neuf ou de dramatique, bien au contraire. L'on a beau être persuadé que Raspoutine tint à la cour impériale un rôle de premier plan, de là à le rendre responsable de la guerre, il y a une belle marge, mais les Américains la franchissent sans hésitation du moment qu'il s'agit de corser un scénario. On connaît le procédé. C'est exactement, sur le plan de la tragédie, celui des gagmen, les spécialistes d'effets comiques, qui décident qu'Harold Lloyd perdra son soulier dans le ruisseau un jour de pluie. Les Américains se plaisent ainsi à représenter les grandes minutes historiques dans la manière d'Alphonse de Neuville et d'Étaille. C'est ainsi que nous avons, après une parade le 30 juillet 1914, un étonnant conseil de guerre du tsar et de ses maréchaux en grand uniforme, où chacun profère sentencieusement un axiome sur l'état des armées européennes. Raspoutine étant intervenu dans les coulisses, ce sera la guerre. Il paraît que le moine en a besoin, contrairement au film allemand qui en faisait un pacifiste, pour assurer son pouvoir. Le tsar parti pour le front, il deviendra le détenteur occulte de la couronne. On voit que ce scénario répond à peu près aux idées que peut se faire de la politique un collégien de 13 ans. Et l'on imaginerait volontiers que l'auteur a exactement son âge. On admirera encore, chemin faisant, la façon dont on met en scène à Hollywood le malheureux couple impérial. Non pas qu'il n'y ait un seul trait contre sa mémoire, mais on ne représenterait pas autrement un ménage de merciers retiré des affaires. On a visiblement voulu faire humain, mais on est allé si loin que l'on frise le ridicule. Cela tient surtout peut-être à ce terne jargon du cinéma d'Amérique que l'on prête à ses souverains, grâce à quoi l'on entend l'impératrice susurrer « Niki dire » à son époux sur le même ton que n'importe quelle petite bourgeoise. Cependant, après d'innombrables digressions, l'on arrive au trépas de Raspoutine. Chacun connaît par des témoignages sûrs cette nuit de cauchemar. Amené dans un guet-apens par deux nobles, le prince Dimitri et le prince Yusupov, qui ont décidé de délivrer la Russie de ce monstrueux pouvoir, le moine dévore d'abord sans le moindre embarras des gâteaux empoisonnés, reçoit dans le corps une demi-douzaine de balles de revolver, se relève cependant sous les yeux épouvantés des deux complices, se traîne, s'échappe, et percé d'autres coups, va finalement mourir sous la neige.
Les Américains ont pourtant estimé que cela manquait de relief et n'ont pas hésité à raconter, selon leur méthode, un drame dont plusieurs acteurs sont encore bien vivants. Il leur faut d'abord une orgie russe, bien carabinée, au cours de laquelle Raspoutine découvre le complot tramé contre lui. Revolver au poing, il va s'enfermer dans une cave avec son adversaire, le colonel de la garde, et s'apprête à l'exécuter. Mais le poison, qui fait son œuvre, trouble ses yeux. Long pugilat dans le style gangster, tandis que toute une foule ébranle les portes. Raspoutine est assommé à coups de marteau. Ruisselant de sang, il se relève, prophétise la fin de la Russie, saute par une fenêtre. Rejoint, il est noyé dans une mare glacée. La scène est manquée. Tant de surcharges l'affaiblissent. À cet instant, par contre, le film allemand, sobrement traité, devenait hallucinant. Les auteurs de Raspoutine, californiens, n'ignorent pourtant pas quelles ressources dramatiques on peut tirer de la simplicité toute nue, puisque c'est ainsi qu'ils ont décrit dans l'épilogue l'affreux massacre de la famille impériale à Ekaterinenburg, le seul passage vraiment poignant de ce spectacle. De même que Henri VIII du cinéma ne nous apprend rien sur le roi polygame, le Raspoutine d'Hollywood ne nous fait point avancer d'un pas dans la connaissance de son repoussant et fantastique héros. La famille Barrymore s'est d'ailleurs taillée dans ce spectacle la part du lion. Ed Bell est médiocre, John de plus en plus insupportable en gigolo quinquagénaire. Les Barrymore représentent bien le type des comédiens de cinéma muet qui n'ont pas été assez souples pour s'adapter au cinéma sonore et qui persistent à outrer leur mimique, tout en parlant sur un mode ampoulé. Le plus doué des trois, Lionel, tient le rôle capital de Raspoutine. Un Raspoutine dont l'aspect faunesque est presque entièrement dissimulé et qui n'a plus grand-chose de mystique. Son pouvoir de fascination en devient inconcevable. Cet augure qui rit sous cape de ses miracles perd les trois quarts de son monstrueux intérêt. Ce n'est presque plus qu'une espèce de Talleyrand rustique et bavard, doué d'un assez joli talent de magnétiseur. Si Raspoutine n'avait été que cela, l'on n'aurait pas créé une légende autour de lui. La composition de Lionel Barrymore est d'ailleurs intelligente, mais elle est loin d'effacer celle de Conrad Veidt, illuminé, brûlé de sensualité et de foi, qui, du reste, pas plus que Barrymore, ne put, avec son physique émacié, incarner l'effarante vitalité du thaumaturge.